Bien, bonjour, bienvenue donc à celles et ceux qui se sont déjà connectés. Vous êtes déjà assez nombreux, merci. Donc vous êtes bien dans le cadre de la journée qualité, sécurité, environnement 2020 de la Cécile Métropole Saint-Étienne-Roanne, donc qui se déroule aujourd'hui et demain. Et donc pour cet atelier sur les achats durables et l'éco-conception. Écoutez, on attend encore 1 ou 2 minutes et puis pour respecter le timing. Euh, on va démarrer dans la foulée. Donc voilà, donc c'est l'atelier 3, achat durable, comme levier et étape importante pour améliorer sa performance environnementale, avec donc une co-intervention de la CCI et puis donc du pôle éco-conception et management du cycle de vie. J'espère que vous nous entendez bien. S'il y a un souci, vous n'hésitez pas à nous signaler sur le chat, hein. Bien, ben, écoutez, on est assez nombreux déjà, donc je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à nouveau à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire donc, dans le cadre des journées qualité, sécurité, environnement de la Cécile Métropole Saint-Étienne-Roanne. Donc, ce webinaire et cet atelier sur les achats durables comme levier de la performance environnementale. Euh, donc, on peut, Florian, avancer, s'il te plaît. Voilà, donc dans le cadre des journées QSE, cet atelier se fait dans le cadre des journées QSE, mais aussi en lien avec donc un programme régional sur l'éco-conception, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle PRIME, et donc programme qui est développé et déployé en partenariat avec l'ADEME, le pôle éco-conception bien sûr, et puis le réseau des CCI. Alors on va se présenter tout de suite au niveau des intervenants. Donc pour ce qui me concerne, donc Denis Chazalet. Je suis donc responsable de l'activité performance durable et le référent éco-conception donc à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Donc je laisse aux personnes du pôle le soin de se présenter. Honneur aux dames peut-être, Nadège. Ok, bonjour à tous. Nadège Vanlierne, donc travaille donc au pôle éco-conception et je suis plus particulièrement en charge de tout ce qui est lié au management et le management environnemental et le cycle de vie, faire le lien et voir comment on organise l'entreprise pour intégrer la prise en compte de l'environnement tout au long du cycle de vie des produits, activités et services et donc faire des co-conceptions. En fait, on en arrive là. Florian, à toi. Et donc moi, je m'appelle Florian Ribeiro, je suis ingénieur conseil éco-conception au pôle éco-conception depuis maintenant 2 ans et je suis plus particulièrement animateur de l'action du programme PRIME sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et j'interviens donc directement dans les entreprises pour lever des freins liés à la mise en place de l'éco-conception dans une entreprise. Ok. On va vous rappeler rapidement quelques règles voilà, pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Hein. Donc vos micros et vos caméras sont coupés, c'est normal, hein, puisque voilà, quand on est nombreux, on peut voilà, ouvrir les caméras et les micros pour éviter les interférences. Donc par contre, vous avez évidemment tout à fait la possibilité de vous exprimer, on le souhaite vraiment, hein, pour que ça soit interactif, donc soit en demandant la parole, en levant la main, hein, vous avez un petit bouton pour ça, ou aussi en rédigeant donc une question dans le chat. Et donc on aura en fin de webinaire un temps d'échange évidemment par rapport
à ce qu'on vous aura présenté pour recueillir vos commentaires, vos questions, vos partages d'expérience. Voilà. Donc, on les attend aussi avec impatience puisque c'est la richesse aussi, ça fait aussi la richesse de nos échanges. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais rapidement vous dire quelques mots donc, sur ce programme PRIME dont je vous parlais, donc Programme régional d'innovation et de management par l'éco-conception, donc qui existe depuis 2015, mais qui fait suite, voilà, donc déjà à un programme d'action qu'on mène depuis pas mal d'années, donc pour la diffusion de l'éco-conception au niveau des PME, PMI de la région, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce programme, qu'est-ce que c'est? C'est une offre de service à la carte. Voilà, donc vous l'avez illustré là, donc avec un certain nombre vous voyez, d'offres qui vous sont proposées. Et l'idée, c'est que l'entreprise, vous venez piocher dans ces différentes offres en fonction de vos besoins, de votre état d'avancement, si vous débutez sur le sujet de l'éco-conception, si vous êtes plus avancé, si en fonction d'un besoin particulier en termes de travailler sur le lien entre l'ISO 14001 par exemple et l'éco-conception, sur l'affichage environnemental. Et donc vous avez pour ça à la fois un volet plus information, sensibilisation comme on le fait aujourd'hui avec un programme de webinaire chaque année. Webinaires qui sont en général liés à un atelier sur une demi-journée qui vous permettent d'approfondir le sujet présenté. Et puis après, toute une offre d'accompagnement individuel depuis un diagnostic initial qu'on conseille fortement souvent dans les entreprises pour poser les bases de la démarche. Donc un pré-diagnostic éco-conception qui vous permet de faire un état des lieux initial. Et après, des possibilités d'accompagnement au travers de journées conseils, avec évidemment là l'appui de l'expertise du pôle des ingénieurs du pôle éco-conception qui vont intervenir durant ce webinaire. Voilà, donc voilà, donc c'est maintenant on rentre dans notre sujet donc des achats durables comme levier de performance environnementale. Et pour commencer, donc on va vous mettre à contribution, non, c'est pas ça, non. Enfin, alors, pardon, oui, rapidement le sommaire, oui, pardon, Florian. Voilà, donc, alors évidemment, quand on parle d'un sujet, il faut toujours savoir de quoi on parle. Donc, ce sera la première brique de ce webinaire. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'achat durable? Parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Et sur quels justement critères environnement on peut s'appuyer, sur quel cahier des charges on peut s'appuyer pour déployer cette démarche d'achat durable. Et ensuite, en fonction de ce que vont nous proposer, ce que vont vous proposer vos fournisseurs, comment on peut y voir plus clair, décrypter leurs offres, voilà, faire la part entre ce qui peut parfois être du greenwashing et la réalité des démarches qui sont menées par vos fournisseurs. Et évidemment, on fera une ouverture en fin de webinaire sur l'aspect éminemment transversal dans vos entreprises de ce sujet, qui va évidemment mobiliser les différentes fonctions de l'entreprise. Et donc, on passe maintenant effectivement à la phase. Donc, pour voilà, mieux cerner, encore mieux, je dirais cibler la présentation qu'on va vous faire, on vous pose une petite question sur vos fonctions. Voilà, donc est-ce que vous êtes plutôt sur des fonctions QSE, qualité, sécurité, environnement, plutôt fonctions plus globales, RSE, responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, achat, autres. Donc on vous laisse répondre tout de suite. Voilà, on vous lance le questionnaire. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais. Tu vois les résultats ou tu veux que je les... Oui, c'est bon, voilà. Je vous laisse la main, Florian et Nadège, pour commenter. Donc, on voit que on a plutôt... Alors, on a voilà, une majorité fonction achat. Donc, c'est bien, des gens qui sont directement dans... Et puis, QSE et un petit peu RSE. Et donc, du coup, ce sera pour nous l'occasion de faire un petit peu plus le lien entre achat, QSE, RSE,
et d'essayer de mettre un petit peu un petit peu au clair tous les liens qu'il y a entre ces différentes fonctions. Et donc, je vais laisser la parole et ça fait toute la transition sur la suite. Et je laisserai donc la parole à Nadège pour commencer sur cette introduction. Avec plaisir. Alors, on va commencer par justement ce point, comme disait Denis, de chercher à comprendre de quoi on parle et donc de commencer par définir qu'est-ce qu'un approvisionnement, puisque quand on parle achat, ça veut dire qu'on approvisionne l'entreprise de manière générale, que ce soit des produits, des services, et un achat plus vert, plus durable. Quand même définir ces termes parce que ça peut peut-être mener à confusion. Alors, on va le faire déjà dans la suite. Donc, l'idée, c'est en fait déjà de se poser la question, qu'est-ce que vous achetez? Pour que les activités ou les produits puissent se réaliser dans votre entreprise, vous avez besoin d'acheter diverses choses, en particulier des achats directs de production. Ça peut être des matières premières, des composants, des entrants, tout ce qui entre dans la composition des produits finis. Vous avez des prestations de services, que ce soit de la location, comme de la location de véhicules, des transports, du déplacement, tout ce qui est lié à de l'entretien, à de la maintenance, évidemment de la téléphonie, et encore, j'en passe d'autres, tout ce qui est logistique que vous ne faites pas en interne, par exemple, c'est des choses que vous avez en service. Donc ça, c'est de la prestation de service. On a préféré dissocier la prestation de service qui est un peu plus intellectuelle, comme tout ce qui est lié au conseil, à l'expertise comptable, tout ce qui est l'infogérance, donc la gestion de vos services informatiques, tout ce qu'on appelle l'IT. Bon, voilà, ça fait encore beaucoup de points. Et puis évidemment, vous avez tout ce qui est consommable de toutes sortes, à commencer par tout ce qui est administratif, bureautique, reprographie, mais aussi tout ce qui peut être consommable, auquel je ne vais pas penser comme ça, mais auquel vous pouvez penser vous. Et puis enfin, il y a les investissements. On peut dire investissement sur tout ce qui va s'amortir dans le temps, avec un temps plus long, contrairement aux consommables. Donc forcément, ça va concerner l'immobilier, l'informatique, les véhicules, tout matériel un peu lourd que vous allez acheter, qui va vous permettre de mener votre activité et qui va être amorti dans un temps plus long. Donc ça, c'est traditionnellement, on pourrait dire, les grandes catégories de ce que vous achetez. Pour cela, vous avez des critères dans vos achats. Et classiquement, on reste sur ces trois-là. Évidemment, il vous faut une certaine qualité, ce que vous déterminez dans des cahiers des charges. Vous devez récupérer ces achats sous un certain délai. Et ça, le délai, c'est quand même un point important parce que ça vous permet ou pas de produire. Donc, c'est important de le prendre en compte. Et puis, évidemment, il y a les coûts. Et quand on dit le coût, là, on a mis des sous. Parce que quand on pense coût, en premier lieu, on pense coût économique. Qu'est-ce que ça coûte d'acheter quelque chose? Et la plupart du temps, quand même, on cherche à acheter le moins cher possible, mais quand même, normalement, en respectant la qualité recherchée dans votre cahier des charges pour pouvoir vraiment mener votre activité, et puis les délais qui sont nécessaires justement pour pouvoir avoir votre activité. Quand on pense achat durable, on va essayer d'inclure d'autres critères. Alors nous, on les a un peu de manière raccourcie nommés RSE et coût global. On va rajouter donc ces critères. La RSE, c'est tout ce qui va être social et environnemental. Donc des critères sur lesquels vous allez vous poser, et on va y revenir un peu plus loin, qui sont liés à votre responsabilité sociétale, dans l'entreprise ou dans les organismes.
Donc, le sociétal, ce critère sociétal, ça recoupe à la fois le social et l'environnemental. Et en fait, c'est aussi en lien avec ce qu'on appelle le coût global d'un achat. Le coût global, il va évidemment inclure ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire le coût économique, qui est bien connu, mais on va aussi inclure des externalités qu'on a tendance à pas trop prendre en compte jusqu'à maintenant. On va prendre le coût environnemental, justement, d'un achat et le coût social. Alors, je le dissocie un peu de ce qu'on va appeler RSE, dans le sens où RSE peut être lié à une certaine éthique qui n'est pas forcément quantifiable, tandis qu'en général, un coût environnemental ou un coût social, on peut arriver à le quantifier et avoir des indicateurs assez précis. Nous, évidemment, ici, on est le pôle éco-conception, même si on a déjà réfléchi sur l'éco-socio-conception. Donc nous, ici, évidemment, on va développer d'abord l'aspect environnemental. C'est notre spécialité, c'est notre expertise, donc on reste sur ce point-là. Évidemment, ça veut dire que il va pas falloir faire l'un au détriment de l'autre. Et c'est là un peu ce qu'on a à la suite. C'est que, en fait, les achats durables, c'est à la fois une approche sur l'ensemble des critères de durabilité tels qu'ils ont été définis dans le rapport Brundtland et par l'ONU. Donc, on est sur du durable quand on est à la fois sur des aspects économiques, sur des aspects sociaux et sur des aspects écologiques. Donc, les trois, vous connaissez ce principe, hein, les trois piliers sont indissociables quand on parle de durable. Il n'y en a pas un plus que l'autre. On prend à égalité les trois composantes. Et nous, ce qu'on rajoute et ce qui va vous permettre d'être pertinent en réalité dans cette réflexion, c'est le cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va vous proposer de réfléchir justement cette approche environnementale, et elle est aussi valable pour l'approche sociale et aussi économique, en prenant en compte ces trois dimensions sur l'ensemble du cycle de vie de vos produits, activités ou services. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une vue globale, comme on le disait tout à l'heure, et de ne pas aller à l'encontre, en fait, ou de faire vous savez, ces fausses bonnes idées ou des fois de prendre des décisions qui finalement risquent d'aller à l'encontre de ce qu'on voulait parce que ça va impacter ailleurs. Donc c'est vraiment cette réflexion sur l'ensemble du cycle de vie qui va nous permettre d'avoir une démarche cohérente et qui va vous permettre d'améliorer la performance environnementale, puisque nous, on parle d'environnement, comme je vous le disais, la performance environnementale de votre entreprise et donc de vos produits. Alors justement, on va faire le lien avec l'entreprise, comment on intègre donc l'environnement dans les activités d'une entreprise. En fait, déjà, l'ADEME nous parle des achats dans la RSE. Alors là, c'est entre guillemets, hein, on a cité l'ADEME. L'entreprise peut inscrire les achats responsables dans une démarche plus globale de politique de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est clair que ces achats responsables, j'ai pas vu qu'il n'y avait pas de S responsable, veuillez nous en excuser. Les achats responsables, en fait, peuvent s'inscrire dans une démarche globale de l'entreprise et dans une politique globale pour avoir encore une fois cette cohérence et pas qu'on ait, vous savez, ces petites actions qui sont pas forcément petites d'ailleurs, mais des actions un peu éparpillées et qui empêchent d'avoir une cohérence dans l'ensemble de l'entreprise. L'idée, c'est mettre en musique tout ça et faire en sorte qu'on ait une cohérence. Et parmi vous, il y a des managers de l'environnement. Forcément, en général, c'est vous qui êtes un peu garant, qui êtes le chef d'orchestre de cette cohérence. Et parce qu'on va y revenir, vous travaillez avec les achats qui ont une expertise à un moment donné sur les achats, mais qui vont avoir besoin aussi des collègues pour déterminer les fameux critères dont on va parler. Et puis, il y a la norme ISO 26000, que beaucoup d'entre vous connaissez, relative à la responsabilité sociétale des organisations. Donc, on parle tout type d'organisation et pas seulement les entreprises. Et là, vraiment, c'est vrai que c'est très clair dans cette norme. L'idée, c'est d'aller sur des achats responsables,
de prendre en compte les parties prenantes de manière forte, on va y revenir, pour pouvoir mener ces achats responsables. Donc là, on était plutôt sur la RSE de manière un peu globale. Et puis, je voulais vous parler aussi du système de management environnemental et donc de la norme ISO 14001. Mais la ISO 14001, dernière version, la version 2015, bien sûr, qui est celle qui est en, comment on dit, qu'on doit utiliser actuellement. Et en fait, cette norme, elle est intéressante parce qu'elle prend en compte, elle nous demande de prendre en compte la perspective de cycle de vie, donc de prendre en compte l'environnement tout au long du cycle de vie des activités, produits et services d'une entreprise. Et très clairement, donc, dans ce fameux chapitre 8, paragraphe 8.1, alors le petit a, pour faire court, la norme demande de faire l'éco-conception, même si elle cite jamais le terme éco-conception, bien sûr. Et dans le petit b, donc, la norme dit, en cohérence avec la perspective de cycle de vie, l'organisme doit déterminer son ou ses exigences environnementales relatives à l'acquisition de produits ou services de façon appropriée. Pardon. Donc en fait, là, ça veut dire que l'entreprise doit déterminer sur quoi on va se baser pour réfléchir à avoir une approche environnementale dans l'acquisition, donc dans les achats de produits ou services. Et le petit c qui est à la suite, qui dit communiquer ou ses exigences environnementales pertinentes aux fournisseurs externes, y compris les sous-traitants, bien ça veut bien dire que les entreprises doivent aussi, dans leur cahier des charges, mettre en avant ces exigences pour que les fournisseurs ou les sous-traitants puissent y répondre. Donc, très clairement, les achats durables et mettre en œuvre une politique d'achat durable, c'est une exigence d'un système de management environnemental. C'est logique puisqu'on veut augmenter la performance environnementale d'une entreprise. Donc là, ce qu'on vient de voir sur ces deux points, c'est à l'échelle d'une entreprise, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire achat durable? Et comment on inclut ça dans la réflexion globale de l'entreprise et l'organisation globale de l'entreprise. Après, si on a un zoom un peu plus produit, à ce moment-là, nous, on reprend classiquement les stratégies d'éco-conception. On va y revenir, on va vous expliquer ça un peu plus en détail. Et en fait, quand on regarde quelles sont les stratégies d'éco-conception, on se rend compte, donc à l'échelle d'un produit ou d'un service cette fois-ci, et non pas à l'échelle de l'organisation globale d'une entreprise, à l'échelle d'un produit ou d'un service, on a tout à fait moyen de faire, enfin, il est très pertinent d'aller sur des achats durables parce que clairement, dès qu'on met en œuvre une démarche d'éco-conception, eh ben, on va chercher à sélectionner des matériaux, par exemple, à moindre impact. Ça veut dire qu'il va falloir mettre dans le cahier des charges les critères environnementaux qui concernent ces matériaux. Et donc, on va réfléchir à ces points-là. Et on va demander aux acheteurs de l'entreprise d'être à l'affût et de sélectionner des matériaux à moindre impact. De la même manière, quand on optimise les techniques de production, ça veut dire qu'on va chercher à diminuer les consommations d'énergie, diminuer des utilités, mais on va peut-être aussi chercher, par exemple, à utiliser des énergies de sources renouvelables ou les moins polluantes possibles. Là aussi, ce sont les acheteurs qui vont devoir prendre à bras-le-corps ce sujet et qui vont travailler sur comment on fait pour avoir une énergie qui nous arrive, qui soit, je sais pas, au lieu de faire du gaz naturel, on va faire du biogaz, par exemple, voilà, un exemple qui me vient comme ça. Donc là, c'est bien aux acheteurs de travailler là-dessus. Et puis, quand on pense logistique, transport, plateforme de stockage, etc., là aussi, ce sont les acheteurs qui vont déterminer en lien avec la production les cahiers des charges et en lien avec le marché pour savoir comment on va transporter les produits, mais aussi ensuite ils vont acheter tout ce qui est conditionnement, vous allez acheter tout ce qui est conditionnement, tout ce qui est emballage, et puis déterminer comment on remplit en quantité un camion par exemple. Et là, c'est bien votre rôle aussi en tant qu'acheteur de travailler sur ces points et vous allez donc participer à la démarche d'éco-conception. Alors, on va revenir sur ces points-là, mais vous voyez que
en réalité, les achats durables, c'est aussi inclus dans des démarches d'éco-conception sur plusieurs endroits, sur plusieurs étapes du cycle de vie. Et puis, dans votre processus en fait projet, on avait eu cette diapo, elle est un petit peu ancienne déjà, mais elle est toujours tout à fait pertinente dans un précédent atelier, du coup, dans le cadre de Prime. Vous avez votre processus projet et vous avez évidemment d'abord déterminer le cahier des charges, faire la recherche des concepts, et puis il y a là le processus achat qui intervient pour faire le lien entre justement le concept, le développement et puis les achats pour qu'ensuite on puisse passer à l'industrialisation et au lancement sur le marché. Et c'est bien à ce moment-là des achats que vous allez intervenir pour pouvoir faire en sorte d'avoir des achats les plus durables possibles et en lien forcément avec ce qui a été décidé par avant au niveau du concept et au niveau simplement de la stratégie du projet. Alors pour illustrer tout ça, pour rentrer un peu plus dans le détail et quelque chose qui vous permette de comprendre, on s'est dit qu'on allait prendre un fil rouge. Et donc là, je vais laisser la parole à Florian qui va vous parler d'une chaise en bois. Ça peut paraître assez simple, mais vous verrez, ça illustre bien le sujet. Donc, je viens par contre, je vous laisse voir, Denis, je te laisse voir s'il y a des questions ou des choses qui se passent, je te laisse intervenir pour nous retranscrire les questions. Oui, tout à fait. Pour l'instant, j'en ai pas, mais n'hésitez pas effectivement et on les retranscrira. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main par contre, mais on verra. Voilà. Ok, et ben j'attaque sur le fil rouge. Donc on a dit qu'on allait parler un petit peu plus d'une chaise en bois. Donc ça sera un petit peu un fil rouge dans la suite de l'atelier. Et pour commencer, juste pour pour introduire ce sujet, ce fil rouge, je me suis mis dans la peau d'un acheteur et je me suis dit, un acheteur particulier, même moi-même chez moi, lorsque je vais aller acheter une chaise dans un magasin, si je veux acheter une chaise qui est un petit peu moins impactante pour l'environnement, parce que j'ai des convictions personnelles, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit. Donc, j'ai pas repris forcément mon expertise éco-conception pour ressortir cette slide, mais je me suis mis peut-être un peu à la place d'un acheteur lambda. Et donc, pour acheter cette chaise en bois, je me suis dit, bon, d'un point de vue critère de choix, en tant qu'acheteur, comme je vais acheter ce produit, je me dis, bon, peut-être que ça serait intéressant qu'il ait une composition en bois qui provient de forêts gérées durablement ou une intégration de matières recyclées en amont dans mon produit. En plus, je me dis, bon, il serait peut-être intéressant que ma chaise soit fabriquée en Europe. Donc là, c'est facile, je n'ai de compte à rendre à personne, je peux acheter ma chaise sur ces critères-là. Par contre, lorsque je suis en entreprise, je vais devoir forcément justifier mes choix et mes achats vis-à-vis des autres services de l'entreprise, vis-à-vis de la direction, enfin tout dépend comment on est articulé. Et donc, pour justifier ces choix, je vais forcément devoir comprendre où se situent les enjeux environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie, ce qui va m'aider à déterminer des critères de choix. Et en fait, derrière ça, c'est un petit peu une démarche d'éco-conception ou de système de management environnemental qui va permettre de déterminer où se situent les enjeux environnementaux sur l'ensemble d'un cycle de vie ou sur l'ensemble des activités de l'entreprise avec une perspective cycle de vie. Donc c'est grâce à ces approches, à ces méthodologies qu'on va réussir à déterminer où se situent les enjeux et à déterminer des critères de choix. Donc du coup, moi, comme je suis un petit peu plus expert en éco-conception, j'ai décidé de vous présenter plutôt ce que ça veut dire, ce que c'est que l'éco-conception pour que vous compreniez.
Donc, l'éco-conception, c'est une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc, la définition est assez claire. Prendre en considération tous les enjeux environnementaux dès l'amont, dès la définition du produit, pour réduire ces impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Il faut donc réfléchir en amont sur un produit donné et pas sur un organisme comme on le fait dans un système de management, avec une réflexion globale sur l'ensemble du cycle de vie. Il va y falloir aussi avoir une vision multicritère qui va venir compléter cette vision multi-étapes et cycle de vie que je viens de décrire juste avant. Et donc, on va regarder, par exemple, les impacts sur l'eutrophisation, l'acidification, l'écotoxicité, l'effet de serre, sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, et on va essayer de minimiser ces impacts environnementaux. Donc, je vous les décris pas forcément tous, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Et en plus, en éco-conception, on va devoir éviter les transferts d'impact d'une étape du cycle de vie à une autre ou d'un critère d'impact à un autre. C'est-à-dire, j'améliore, je réduis mes impacts sur une étape. Il faut éviter que ça ait des répercussions et que du coup, j'ai une autre étape du cycle de vie qui soit plus impactante. Je prends un exemple. Ma chaise en bois, je supprime son emballage. Du coup, je réduis l'impact lié à l'achat et au sourcing des matières premières pour cet emballage. Par contre, lors du transport de ma chaise, je l'abîme. Donc, du coup, ça engendre des transferts d'impact parce que j'ai une qualité moins intéressante à l'arrivée chez le consommateur et j'ai des retours clients plus importants. Donc, ça augmente les impacts environnementaux parce que les chaises nous reviennent. Un exemple plutôt simple, on va dire. Et il va falloir aussi éviter les transferts d'impact d'un critère d'impact à un autre. Donc, éviter qu'une amélioration sur l'effet de serre engendre une écotoxicité supérieure, une consommation d'énergie non renouvelable supérieure. Et donc, en éco-conception, il va falloir pas seulement prendre en compte l'environnement, parce que si on prend seulement l'environnement, on crée un produit qui est peut-être très performant d'un point de vue environnemental, mais qui finit souvent sur une étagère. Alors, il va falloir peut-être faire des compromis, faire un produit qui soit un petit peu moins impactant pour l'environnement, mais qui en remplace un autre sur le marché. Et donc, il va falloir faire des compromis entre environnement et toutes les autres contraintes ordinaires d'un cahier des charges, d'un projet, donc les attentes clients, le coût, le cahier des charges, comme je l'ai dit, le temps de mise sur le marché, etc., etc. Donc, il va falloir faire des compromis et on ne pourra pas faire le produit, comme je vous l'ai dit, le plus vert au monde. Ça sera très compliqué. Il y aura toujours des axes d'amélioration parce qu'on va être obligé de faire ces compromis pour éviter que le produit soit trop cher et qu'il ne se vende pas, par exemple, ou autre. Et donc, vous comprenez, si on veut mettre en place cette démarche d'éco-conception, eh ben forcément, si on veut avoir une vision cycle de vie, il va falloir mettre tout le monde autour de la table, les différents services de l'entreprise, pour que le logisticien nous apporte des informations sur tout ce qui est transport, pour que le bureau d'études nous explique d'un point de vue technique quelles sont ses attentes à lui pour fabriquer le produit, pour qu'il soit utilisé dans les meilleures conditions ensuite. On pourra avoir le point de vue client pour comprendre comment il utilise le produit. Le responsable achat, Nadège l'a montré, pourra apporter des éléments sur le choix des matières, des composants et nous aider à avancer sur ce projet. Et le responsable éco-conception ou le responsable environnement va mettre un petit peu en musique tous ces différents acteurs de l'entreprise et tous ces différents échanges pour essayer d'avancer dans la bonne direction. Et c'est vraiment ce point-là qui est important, c'est de se rendre compte que le responsable environnement ou éco-conception, celui qui est en charge de l'environnement dans l'entreprise, c'est lui qui va un peu être le chef d'orchestre pour que tout ce monde discute, travaille ensemble et fasse ressortir des pistes de travail vraiment opérationnelles. Évidemment, on n'est pas là juste pour faire du blabla, on est vraiment là pour faire de l'opérationnel.
Et évidemment, quand on parle d'éco-conception, on peut aussi parler de profit de l'éco-conception. Tout à l'heure, on parlait du coût économique. Et en fait, nous, on a réalisé une étude, alors elle date déjà un petit peu, puisque c'était en 2014. Enfin, elle est sortie en 2014, donc les questions ont été posées l'année d'avant. Il y avait eu 119 entreprises qui ont répondu. Donc, c'est pas juste 2-3, hein, c'est quand même, on va dire, un échantillon assez important. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'était une étude à la fois menée en France, mais aussi avec un partenaire qu'on a donc au Québec, et puis les partenaires qu'on a, puisqu'on travaille en lien avec les centres d'éco-conception qui peuvent être ailleurs en Europe, dans d'autres pays européens. Et en fait, on s'est rendu compte que 96% des répondants nous disent l'éco-conception, au pire, ça a un effet neutre sur la rentabilité de l'entreprise, au mieux, ça a un effet positif. Ce qui veut dire que, au pire, bah, ça ne vous coûte pas plus cher et vous êtes toujours aussi rentable dans votre entreprise. Au mieux, eh bien, au contraire, l'éco-conception va augmenter les profits et la rentabilité de l'entreprise. Et ce, sur un pas de temps assez court. On n'est pas sur un retour sur investissement à 10 ans à se dire ah oui, on verra les retombées dans 10 ans. Non, c'est sur des retombées très courtes. Et en fait, quand on analyse, parce qu'évidemment, c'est important de regarder pourquoi pour certaines personnes ça fonctionne pas. Et pour les 4% qui disent ah bah non, moi c'est un effet négatif ou ça va pas, en fait, on se rend compte que nous, on considère ça comme un échec, hein, clairement. Si ça fonctionne pas, si on n'augmente pas la rentabilité ou au pire qu'on garde pas la même rentabilité de l'entreprise quand on mène une démarche d'éco-conception, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est un échec, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et en fait, on se rend compte que ce qui fonctionne pas, c'est simplement qu'on a mal cadré le projet. Et moi, du coup, ça fait passer à la slide suivante on va vous présenter les étapes de la démarche d'éco-conception. Et un point qui est absolument fondamental, et ce par quoi on commence toujours, c'est ce cadrage. Quand on veut faire d'éco-conception, et de manière générale, quand on veut prendre en compte l'environnement dans l'entreprise, comme vous disiez à l'instant Florian, il va falloir faire des compromis forcément, parce qu'une entreprise, elle est dans un environnement économique, un environnement de marché, un environnement global, et elle ne peut pas s'en extraire et travailler dans l'absolu. Des fois, on aimerait bien, ce serait plus pratique, mais c'est pas possible. Donc, il faut vraiment identifier quels sont les enjeux pour ensuite pouvoir choisir le produit qu'on va éco-concevoir. Il faut d'abord se poser la question, est-ce que je prends le produit qui va être le plus vendu ou alors celui qui concerne une gamme peu connue, donc je peux prendre des risques. Jusqu'où je prends des risques? Est-ce que dans mon entreprise, il y a des gens qui sont compétents? Est-ce qu'il faut qu'on monte en compétences? Est-ce qu'il faut qu'on sensibilise tout le monde? Est-ce que justement, pour que autour de la table, tout le monde comprenne le sujet, il va pas falloir organiser peut-être une démarche de sensibilisation? Il y a énormément d'enjeux et de questions à se poser avant de rentrer dans la démarche d'éco-conception. Vous voyez que dans la dernière fonction, la dernière étape, c'est le F, la communication, l'information. Mais en fait, dès le début, dès le cadrage, on va se poser la question, mais est-ce qu'on va communiquer? Alors, ça ne veut pas dire que vous allez répondre tout de suite, mais il faut l'avoir en tête. Est-ce que vous allez communiquer sur l'éco-conception que vous menez? Ensuite, évidemment, on a besoin de savoir d'où on vient pour ensuite déterminer où on va. Donc, vous avez besoin d'une situation de référence et donc faire une évaluation environnementale de référence pour savoir vers quoi après vous allez pouvoir aller et donc qu'est-ce que vous allez pouvoir améliorer. La recherche de pistes d'éco-conception, elle doit se faire sans a priori et de manière très large. C'est quand on fait un pas de côté et qu'on regarde tout au long du cycle de vie et qu'on a une réflexion globale sur l'ensemble du cycle de vie, qu'on va pouvoir trouver des pistes, soit des pistes auxquelles on ne pensait pas et qui sont pourtant très évidentes finalement en faisant ce petit pas de côté et en ayant un angle de vue différent, soit au contraire, ou au mieux, des pistes qui vont amener vers l'innovation.
Et une fois qu'on a trouvé toutes ces pistes d'éco-conception, à ce moment-là, on va regarder notre contexte, quels sont les enjeux qu'on a déterminés au début, et on va pouvoir décider quelle piste on retient. Et c'est à ce moment-là seulement, que l'entonnoir se resserre et qu'on va décider et donc faire les compromis dont on parlait tout à l'heure. Une fois qu'on sait ce qu'on va éco-concevoir et comment on va faire, à ce moment-là, on va comparer quand même qu'on a bien une amélioration et qu'on a bien des gains environnementaux. Parce que ça ne sert à rien autrement de se lancer dans une démarche si on n'a pas des gains environnementaux. Et ensuite, c'est là où on se pose la question de la communication. Est-ce qu'on communique sur ce qu'on a éco-conçu et de l'information? Et là, du coup, l'information, ça peut être aussi de l'information des exigences environnementales que vous avez auprès de vos fournisseurs ou de vos prestataires pour pouvoir éco-concevoir votre produit. Donc là encore, les achats, bien entendu, sont concernés à la fois au moment des pistes d'éco-conception, parce que vous avez certainement, vous faites de la veille, vous connaissez plein de choses et donc vous pouvez apporter des idées. Au moment de la décision, vous connaissez des enjeux, donc vous avez votre mot à dire aussi à ce moment-là. Et puis dans l'information, eh bien c'est vous qui allez intégrer dans les cahiers des charges des critères environnementaux qu'il est important donc de prendre en compte. Alors juste pour simplifier et pour faire un petit bilan, on vous a mis cette diapo, vous l'aurez, de toute façon vous aurez les supports, mais voilà, l'éco-conception, c'est intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou service et dans toutes les étapes de son cycle de vie. C'est une approche produit ou service. C'est une réflexion donc sur l'ensemble du cycle de vie, avec une vision aussi globale, multicritère. On ne regarde pas que les gaz à effet de serre dont on parle beaucoup en ce moment, il faut aussi regarder les autres points. On évite les transferts d'une étape du cycle de vie à l'autre ou d'un critère à un autre. Et évidemment, on a cette approche de compromis, ce qui est vraiment fondamental. On ne peut pas parler d'éco-conception si on n'a pas de compromis. Ce qui veut dire qu'on est dans une démarche d'amélioration continue, point qui est bien connu aussi de tous ceux qui font du système de management, que ce soit qualité, environnementale, sécurité, etc. Alors pour illustrer tout ça, on va reprendre notre fil rouge, donc la chaise en bois, et voir un peu son cycle de vie. Et je te laisse la parole, Florian. Merci Nadège. Peut-être du coup, comme vous souhaitiez, Denis, faire une pause, peut-être la faire tout de suite et la raccourcir un petit peu à 5 ou 10 minutes. On a pris un peu de retard, donc avant que je reprenne le fil rouge, peut-être faire la pause. Oui, donc on peut donner la main peut-être. Enfin, j'avais notamment une question, une personne qui voulait prendre la parole. Oui. Donc c'est Tiffany Perret. Donc je vais, si j'y arrive, à ouvrir le micro, mais je suis pas sûr de. Le but. Hop. Si quelqu'un peut. Hop. Par contre. Normalement, c'est Allô? bon, le micro est ouvert. Là, c'est bon, Oui. Oui, bonjour. Donc, Tiffany Perret, je suis consultante dans les achats industriels au sein du cabinet de conseil Albert & Co. Et je voulais revenir sur l'avant-dernière slide présentée par Madame van Lierde sur les étapes durant lesquelles interviennent les achats dans la démarche d'éco-conception. C'est juste avant que vous commenciez à présenter la chaise, le fil rouge. Est-ce que ce serait possible de revenir dessus parce que moi-même j'aurais besoin de visuel. Je l'ai remis normalement le visuel sur les étapes de la démarche d'éco-conception. Non, c'est pas celle-là. C'est celle vraiment où, alors peut-être un peu avant, je pense. Ouais. Bien avant, bien avant, juste avant la présentation de la table, de la chaise, pardon. Voilà, et celle-ci, voilà. Dans le processus projet.
Je ne suis pas certaine d'avoir compris. Ce que vous disiez, c'est que là où doivent intervenir les achats, c'est pendant le développement achat, donc la troisième phase. Parce que Alors, avec mon micro, ça va mieux quand même. ouais, En fait, c'est là où on peut formaliser la réflexion. d'accord. Mais évidemment, dès le développement des concepts, on va dire qu'on a les ingénieurs qui travaillent et qui réfléchissent sur la manière dont ils vont comprendre, pouvoir répondre en fait aux attentes et besoins des clients, et puis à la manière dont ils vont pouvoir intégrer la réduction des impacts environnementaux. Mais évidemment, en fait, c'est un dialogue qu'on peut avoir tout le temps, parce que même les contraintes réglementaires, les achats, vous devez les connaître en général. Oui. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui arrive un peu. Enfin, c'est un échange que vous pouvez avoir tout le temps. Après, tout dépend Oui, aussi de l'organisation de l'entreprise. Il y a des entreprises qui travaillent ouais. beaucoup en silo et c'est un petit peu compliqué dans ces cas-là. Et puis, il y en a d'autres qui ont l'habitude, en fait, d'une certaine perméabilité entre les différents processus de l'entreprise et qui vont pouvoir, du coup, peut-être mieux, les achats vont peut-être mieux pouvoir s'approprier ces démarches environnementales. Nous, dans des grosses boîtes, il nous est arrivé de, nous, le pôle, faire le lien entre les ingénieurs éco-conception et les achats durables, sachant que de chaque côté, enfin les achats, sachant que de chaque côté, il y avait une réflexion sur l'environnement, mais ils ne s'étaient jamais parlé. Et en fait, c'est parce que nous, on avait connaissance des deux réflexions dans les deux processus que du coup, on leur a dit, mais attendez, vous avez un collègue qui travaille aussi là-dessus. Ah, mais oui, vous pouvez aller voir un tel. Et du coup, ils travaillent maintenant ensemble. Donc forcément, après, les processus projets, etc., c'est une formalisation, mais moi, je pense que c'est pour ça que pour nous, je crois que c'est la slide d'avant où on a la table, ou un peu après, là où on dit tout le monde travaille ensemble. C'est ça qui est important à retenir, c'est que il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette en musique, et de fait, en général, c'est plutôt la personne qui va être responsable de l'environnement qui va pouvoir mettre en musique, surtout quand il y a un SME, parce que c'est vraiment une exigence du système de management environnemental. Et forcément, tout le monde va travailler ensemble, parce que pour déterminer on va aller dans le détail, mais pour déterminer les critères environnementaux, il va falloir que la R&D, le bureau d'études, la production travaillent ensemble, se mettent d'accord sur les matériaux, etc. On fasse le lien avec le marketing parce qu'ils ont une connaissance marché, et puis forcément avec les achats parce que vous connaissez justement ces matériaux, etc. Et vous savez qu'est-ce que vous allez pouvoir demander ou pas aux fournisseurs. Donc, c'est forcément un travail à mener par itération et par échange. Ça, c'est fondamental. Bah, je suis relativement d'accord et c'était pas ce que j'étais. Je suis tout à fait d'accord et c'est pas ce que j'avais compris sur la slide précédente où justement je m'étais dit que ce que vous présentiez, ça me semblait être trop tard pour l'intégration des achats parce que les acheteurs, on n'est pas juste des réalisateurs de cahiers des charges, on a une connaissance du marché fournisseur qui même parfois souvent est plus importante que les BE parce que ça fait partie des prérogatives du métier d'acheteur de rencontrer des fournisseurs, d'être en veille marché, chose qui, selon à nouveau les entreprises, mais moi je suis consultante, je change très souvent de secteur, d'activité et d'entreprise, je me rends compte quand même que le temps alloué au bureau d'études pour être un petit peu en veille techno, etc., se réduit d'année en année. Et l'acheteur a encore cette chance-là de pouvoir, lui, être vraiment bien au courant des innovations des fournisseurs qui constituent son panel, mais aussi l'ensemble du marché. Et c'est vrai que ça me semblait indispensable, quelle que soit l'organisation de l'entreprise, mais que les achats arrivent à être présents voilà, le plus en amont de la chaîne de développement ou même de la chaîne de valeur tout court, parce qu'ils peuvent être vraiment là pour apporter des solutions et des innovations et parfois même, quand il n'y a pas de solution, d'aller faire le tour des fournisseurs ou des marchés pour voir ce qui est faisable.
Je vois le temps qui file, alors Oui, voilà. on va Merci là. pour tout. Et on est bien d'accord, Merci. effectivement. Et c'est pour ça que nous, cette diapo de mettre tout le monde autour de la table et de parler d'équipe projet, c'est vraiment un point fondamental. Et c'est bien que vous le montriez et le releviez parce qu'effectivement, c'est ce que vous vivez. Et oui, c'est ce qu'on vit tout le temps dans les entreprises. Alors, on se prend peut-être notre pause de 5 minutes là pour ceux qui ont besoin d'une petite pause technique. On se dit qu'on reprend à 11h25-26. Yes, Oui, c'est bien. 25, hein. Voilà, faut pas trop. C'est bon, 11h25 alors. À tout de suite. C'est bon, je pense. On peut reprendre. Yes, j'ai pu aller me désaltérer. J'espère que vous aussi et que vous êtes prêts. Donc je vais reprendre et donc on va reprendre, comme je l'avais dit, notre fil rouge. Et donc cette chaise en bois, avant de penser aux achats, avant de parler d'achat, je vous ai dit qu'on allait essayer de comprendre le cycle de vie de la chaise avant tout. Parce que, comme je vous l'avais dit avant, et c'est un petit rappel, parce que en achat, de manière générale, on doit justifier des choix et donc comprendre où se situent les enjeux environnementaux, déterminer les critères de choix et donc il faut une vision cycle de vie, activité de l'entreprise ou produit. Et donc là, on est sur la vision cycle de vie produit.
Et donc, si je reprends cette chaise, donc je suis fabricant maintenant de chaises en bois, je suis plus consommateur lambda, je suis fabricant de chaises en bois. Que veut dire l'éco-conception pour cette catégorie de produits? Et donc là, je vous propose la roue des stratégies d'éco-conception ou roue de Bretze qui liste des stratégies très standards. Donc, par exemple, 1, sélectionner des matériaux à moindre impact. 2, réduire l'utilisation des matériaux. 3, optimiser les techniques de production. 4, optimiser la logistique. 5, réduire l'impact de la phase d'utilisation. 6, optimiser la durée de vie. Et 7, optimiser la fin de vie. Et donc, vous voyez que sous ces stratégies génériques, il y a tout un tas de stratégies plus détaillées. Donc, je ne vais pas vous demander d'aller dans ce niveau de détail-là, mais je vais vous demander de choisir pour vous quelle stratégie d'éco-conception est la plus pertinente pour une chaise. Et donc, je vais faire un sondage et essayer de voir un petit peu quelles sont vos réponses. Donc, je vous laisse regarder et je lance le sondage maintenant. Et donc, j'ai réuni la réponse 1 et 2 et la réponse 5 et 6 parce qu'on a le droit à seulement 5 réponses possibles sur ce système. Donc, je vous laisse répondre. Normalement, j'ai soumis les votes, donc je vois que ça commence. Donc, il y a déjà 6% des personnes qui ont répondu. Allez-y, répondez. Ça m'aidera à aller sur la suite. Donc, je vois 35% des personnes. Je vous laisserai, je referai plusieurs sondages comme ça et si vous êtes réactif, ce sera plus pratique pour ma part. Bon, on a 65% là. 65%. Bon, je vais 70. 71. Bon, je ferme et la prochaine fois, essayer d'être encore plus réactif. Alors du coup, si on regarde les résultats, on voit que la plupart des stratégies pour cette chaise sont la plus grande partie provient de la sélection des matériaux à moindre impact et la réduction. Alors que sur les autres stratégies, il y a quand même bien moins de personnes qui ont choisi ces stratégies d'éco-conception. On le comprend bien, vu que votre profil est plutôt d'acheteur, et ben c'est souvent cette stratégie qu'on a l'habitude de mettre en place en éco-conception, c'est on choisit des matières moins impactantes, on réduit. Et c'est souvent la première stratégie d'éco-conception qu'on met en place quand on fait de l'éco-conception. Par contre, si on continue, et donc là, je vous remonte un peu une roue des stratégies d'éco-conception, mais cette fois qui est fait pour l'ameublement. Donc, je vous la laisserai, vous l'aurez dans le support et vous pourrez aller la voir. Donc, c'est nous qui l'avons développée. On a adapté la roue des stratégies standard en une roue des stratégies pour l'ameublement. Donc, je vous la laisse, vous l'aurez dans le support. Et moi, plutôt que de choisir une stratégie, je me suis dit, bon, je vais lister toutes les stratégies sur l'ensemble du cycle de vie pour ma chaise et je vais déterminer les critères d'éco-conception qui peuvent être en lien avec ces stratégies d'éco-conception. Et donc, forcément, la réduction de la masse, la réduction de la quantité de matière, le choix d'une matière recyclée ou provenant de gérer durablement, donc moi j'ai parlé seulement de forêt gérer durablement, et ben ça devient mes premiers critères d'éco-conception liés aux premières stratégies d'éco-conception que j'ai trouvées. Et donc, comme ça, on peut lister l'ensemble des stratégies d'éco-conception sur l'ensemble du cycle de vie, dire si le produit répond ou non à cette stratégie d'éco-conception, voire même déterminer des critères d'éco-conception avec des indicateurs, des unités de mesure pour vérifier à quel niveau on est, quel niveau de réponse on a à cette stratégie d'éco-conception. En plus de ça, on peut mettre des pondérations. On peut dire on met plus d'importance à ce critère d'éco-conception, on en met moins à celui-ci. Ça peut être du qualitatif, ça peut être lié à une démarche d'évaluation environnementale qui va nous permettre de dire on met plus de poids à cette stratégie par rapport à ce critère par rapport à celui-ci.
Et donc voilà, comme ça, on peut se créer assez simplement, et donc je le fais aujourd'hui et je reprends pas toutes les étapes d'une démarche d'éco-conception, mais on peut se créer des critères d'éco-conception pour un produit sur l'ensemble du cycle de vie. Donc voilà. Et donc par contre, si on regarde les différents produits que l'on a, si on regarde les différentes chaises qu'il existe, et ben en fait, selon les cycles de vie de ces chaises, donc c'est-à-dire est-ce qu'elles sont utilisées en intérieur, en extérieur, est-ce qu'elles sont utilisées dans un restaurant, une école, une crèche ou dans un espace de coworking ou autre, quelles sont la durée de vie de ces chaises, quelle est la fin de vie, est-ce que c'est une chaise qui est louée pour des événements, est-ce que c'est une chaise qui est réparable, et ben en fait tout ça, ça va influencer le cycle de vie de notre chaise, et donc on n'aura pas les mêmes critères d'éco-conception à la suite de ça. Donc là, moi, je vous ai proposé des critères d'éco-conception valables un peu pour toutes les chaises. Donc, amélioration des conditions de production, produits monomatières, produits facilement transportables, produits appréciés, émissions et consommation de leur l'utilisation avec en lien des émissions de COV nettoyants. Est-ce que le produit est facilement réparable, le taux de réparabilité, le produit a une longue durée de vie, le temps, quelle durée de vie, le produit peut être recyclé, quel taux de recyclabilité. Donc j'ai fait ça, mais ça reste très standard. Et donc si le cycle de vie est différent, les critères seront aussi différents. Et donc par exemple, une chaise extérieure pour l'événementiel aura des critères différents qu'une chaise à l'intérieur pour une école. Peut-être que la masse, le niveau d'importance et la masse qu'on recherche sera plus petite pour une chaise qui est utilisée en événementiel et qu'on va transporter au quotidien. Donc, il va falloir réduire la masse pour réduire les impacts lors du transport. Et puis, cette chaise en événementiel, il va falloir qu'elle soit facilement transportable. Alors que ma chaise d'école intérieure, bah, on s'en fiche un peu, ou il y a moins d'importance au fait qu'elle soit transportable. Les émissions et consommations lors d'utilisation, eh ben sur une chaise qui sera en intérieur, il faudra peut-être parler de COV, d'émissions de composés organiques volatiles, parce qu'on va être dans un milieu fermé, et donc on pourra avoir un critère là-dessus, alors qu'en extérieur, pour l'événementiel, on n'aura pas forcément ce critère. De même, la durée de vie ne sera pas forcément la même. L'utilisation de ces chaises ne sera pas forcément la même, et donc, selon le cycle de vie, on aura des critères différents. Pareil, si je prends une chaise pour un espace de coworking par rapport à une chaise pour une crèche, les émissions et les consommations de lors d'utilisation dans une chaise pour une crèche, bah, peut-être qu'il va falloir, une fois de plus, mettre une exigence sur ces composés organiques volatiles. Il va falloir peut-être mettre une exigence liée à l'hygiène et au nettoyage, essayer de réduire au maximum ce nettoyage sur l'ensemble du cycle de vie, sur l'ensemble de la durée de vie de la chaise, pour réduire ces impacts liés à l'utilisation de cette chaise dans une crèche. De même, si mon produit est réparable, ça aura une influence. Mon cycle de vie aura forcément une influence sur les critères environnementaux que je vais mettre sur mon produit. Et je termine sur un dernier exemple. Donc cette fois-ci, une chaise en carton que j'utilise dans un camion bibliothèque et une chaise en bois que j'utilise pour les bébés. La réduction ou la masse aura pas la même influence. Dans une bibliothèque, elle sera transportée, dans un camion bibliothèque, elle sera transportée au quotidien, alors que pour une chaise en bois pour bébé, elle sera pas transportée. La durée de vie ne sera pas forcément la même. Le recyclage, ça voudra pas dire la même chose si je passe à cette matière plus légère qu'est le carton par rapport à cette matière bois. Le process de recyclage en fin de vie ne sera pas forcément le même. Et donc, ce cycle de vie va forcément avoir une influence sur mes critères environnementaux. Dans tous les cas, pour déterminer ces critères environnementaux, il faut mettre tout le monde autour de la table, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, pour avoir la vision marketing, achat, logistique, et le responsable éco-conception ou environnement va être un peu le chef d'orchestre de tout, de la détermination de ces critères environnementaux pour la chaise.
Maintenant, on a notre chaise. On a nos critères environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie d'une chaise. Maintenant, je me dis, pour cette chaise, je vais acheter une peinture plus durable. Je veux essayer qu'elle soit moins impactante pour l'environnement. Je vais parler plus d'environnement aujourd'hui, comme on vous l'a déjà dit. Et donc, si je veux acheter une peinture plus durable, il va falloir que je me pose un peu les mêmes questions. Quels critères de choix? Liés à quelle stratégie d'éco-conception? Liés à quel enjeu environnemental? Et donc, je vous propose avant tout un exemple. Je vous explique un petit peu rapidement un critère que moi je vous mets en avant et qui va être très important. C'est que avant tout, avant de parler d'environnement, on doit acheter un produit pour sa fonction, pour son fonctionnement. Et c'est très intéressant parce que en éco-conception, on recherche une performance environnementale pour un usage donné. Du coup, il va falloir forcément avoir des exigences sur cette performance d'usage. Et donc, pour une peinture, ça pourra être, par exemple, le pouvoir couvrant de la peinture, qui permettra d'avoir une vision globale sur l'ensemble du cycle de vie, mais aussi d'avoir une vision globale sur le coût. Et j'explique ça tout de suite après. Donc, une unité fonctionnelle, c'est quantifier la fonction rendue par un produit. Et donc, par exemple, pour une peinture, ça pourra être couvrir 1 mètre carré de mur en plâtre avec un degré d'opacité de 0,98 et pour une durée de vie de 10 ans. Du coup, lorsque je veux comparer deux peintures, je pourrais raisonner à service rendu identique. Donc, si je prends mon pot de peinture qui a une toxicité T1 et un pouvoir couvrant P1, si je prends une autre peinture qui a une toxicité T2 qui est 0,7 fois la toxicité T1, donc qui est inférieure à la toxicité T1, mais que par contre, mon pouvoir couvrant, il est lui aussi inférieur, mais cette fois, il est 2 fois inférieur au pouvoir couvrant de la peinture 1. Du coup, il me faudra 2 pots de peinture pour peindre la même surface avec un même pouvoir couvrant par rapport à la peinture 1. Et donc, quand on se rend compte, au final, on doit comparer 2 pots de peinture à un pot de peinture et au final, la peinture 2, qui pourrait paraître à première vue moins toxique, elle est plus toxique parce qu'on doit plus l'utiliser. C'est pareil sur la durée de vie. Si cette peinture, je parle plus de pouvoir couvrant, mais je parle de durée de vie, ma peinture 1, elle a une durée de vie de 5 ans, de 10 ans, alors que ma peinture 2, elle a une durée de vie de 5 ans. Du coup, je vais devoir utiliser 2 pots de peinture pour répondre à cette unité fonctionnelle sur l'ensemble du cycle de vie. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, je vais devoir la repeindre, ma chaise. Donc, cette unité fonctionnelle va permettre de raisonner à service rendu identique et de comparer les performances environnementales. Donc, si maintenant, je vous remets cette roue des stratégies d'éco-conception et je vous renvoie un sondage pour vous dire, cette fois, pour ma peinture, quelle est la stratégie d'éco-conception qui serait la plus pertinente. Donc, je lance le sondage. Je vois que ça commence à répondre. N'hésitez pas à répondre assez rapidement que je puisse avancer. 22%, 40%. Très bien, je vois que ce qui ressort là petit à petit, c'est réduire l'impact de la phase d'utilisation de la peinture. Je vois. Je vois pourquoi vous mettez en avant ça. Donc, je vois 72%, 78% des personnes qui ont répondu. Je ferme le sondage et je partage les résultats. Donc, je vois que réduire l'impact de la phase d'utilisation, pour vous, aura une forte importance. Alors, ça dépend, réduire l'impact lors de la phase d'utilisation, ça dépend si dans utilisation, vous considérez la phase où on va mettre en application la peinture sur la chaise ou non. Si vous considérez cette étape, ce sera plutôt dans les techniques de production. Par contre, c'est vrai que sur optimiser la durée de vie, il va falloir que cette peinture, elle résiste tout au long de la durée de vie de ma chaise.
et donc qu'elle résiste à son déplacement. Et donc vous comprenez un petit peu l'intérêt de cette vision cycle de vie, parce que cette stratégie d'éco-conception liée à l'utilisation du produit pourra avoir un impact fort et pourra permettre de réduire l'impact environnemental sur le produit. Et donc pourtant, c'est pas seulement une exigence sur la composition de la peinture, mais bien sur le reste du cycle de vie. Donc si je continue, cette fois-ci, donc moi j'ai repris cette peinture et je me suis dit, bon, je vais remettre des critères environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie de ma peinture en essayant de faire un petit peu le lien avec ma chaise, mon produit. Et donc la première stratégie et le premier critère lié, c'est lié à la performance fonctionnelle, donc l'unité fonctionnelle. Et donc ainsi, pour répondre à cette unité fonctionnelle que je vous ai présentée tout à l'heure, on pourra déterminer la quantité de peinture qui permet de répondre à cette unité fonctionnelle, et on pourra aussi déterminer le coût global de la peinture d'un point de vue économique pour répondre à cette unité fonctionnelle. Donc peut-être que nous, en fabrication, on aura moins de coûts, mais que le client final, lui, il aura des coûts parce qu'il devra repeindre sa chaise. Donc on va avoir cette vision de coût global pour dire, pour comprendre et pour avoir cette vision cycle de vie. On va pouvoir essayer de supprimer les substances préoccupantes, donc par exemple REACH, et déterminer les quantités. On va pouvoir améliorer les conditions de production en mettant un critère sur les types d'effluents, mettre un critère sur le rendement et donc le pourcentage de perte, mettre un critère sur la résistance au choc lors du transport. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la chaise qui pouvait être transportée, louée. Donc peut-être qu'il y a des tests à mettre en face et donc mettre un critère de résultat au test. On pourra mettre aussi un critère lié au nettoyage lors de l'utilisation de la chaise, quel type de produit pour le nettoyer, quel temps de nettoyage, un critère lié aux émissions de COV lors de l'utilisation, un critère sur la toxicité, une note sur l'intemporalité, parce que la peinture pourra directement déterminer si la chaise a une couleur qui est plutôt intemporelle, et donc du coup permettre d'éviter que le produit ne soit jeté trop rapidement parce que la couleur ne correspond plus. Si on parle d'une stratégie de retouche, de faire des retouches pour réparer les petites rayures de peinture, on pourra mettre un critère lié au temps de retouche et on pourra aussi mettre un critère lié à l'intégration dans le process de recyclage et voir si cette peinture va être recyclable directement, parce qu'on va pouvoir la revaloriser. Est-ce qu'elle va être neutre pour le recyclage, ça veut dire qu'elle va pas perturber la filière de recyclage de la chaise, ou est-ce qu'elle va perturber? Et donc on peut se mettre comme ça différents niveaux et donc des critères d'achat liés à cette peinture, mais du coup au cycle de vie de la chaise. Et donc si on reprend une fois de plus nos chaises qui ont des cycles de vie totalement différents comme je vous les ai décrits, la performance fonctionnelle, en fonction de la durée de vie de la chaise, en fonction de si elle est à l'intérieur, à l'extérieur, s'il y a un changement de couleur au cours de la durée de vie de la chaise, la performance fonctionnelle de la peinture ne sera pas forcément la même. Pareil, si on a un scénario de location, ce ne sera pas une même performance fonctionnelle qui sera visée. Les substances préoccupantes REACH, ça ne changera pas forcément. Donc moi, j'ai pas vu de cycle de vie qui pourrait changer ce critère. J'ai pas vu non plus sur les améliorations des conditions de production. Mais par contre, le rendement, la forme du produit, la forme de la chaise pour avoir directement un lien avec la peinture que vous allez choisir, le rendement, les pertes lors de la fabrication. Et donc, il faudra forcément faire un lien avec le produit. Pareil, si la chaise est transportée emballée ou non, si elle est louée ou non, il faudra mettre ou non ce critère lié à la résistance au choc lors du transport.
Tout ce qui est nettoyage, émissions lors d'utilisation, toxicité, ben, ce sera différent si on est à l'intérieur, à l'extérieur, dans un restaurant, dans une école, dans une crèche ou dans un autre endroit. Donc, peut-être que ce critère, il faudra le mettre en compte, le prendre en compte. Peut-être qu'il faudra l'oublier directement parce que ça correspond pas au cycle de vie du produit. La possibilité, pareil, de faire des retouches, bah, selon le cycle de vie, il y aura peut-être aucun intérêt à faciliter ces retouches. Et puis, en fin de vie, si on veut intégrer le produit dans la filière de recyclage, eh ben, ce sera pas pareil si on a un produit en carton, en bois ou en métal. Le process de recyclage du carton, du bois ou du métal n'est pas le même, donc la peinture ne sera pas aura forcément une influence là-dessus. Dans tous les cas, on peut faire un lien et mettre des notes, les pondérer et faire un lien avec le cycle de vie de la chaise. Donc voilà, j'ai terminé un petit peu pour mon fil rouge d'aujourd'hui et je vais vous parler un petit peu plus du coup d'achat durable un peu plus de manière générale. Et donc une fois qu'on a nos critères environnementaux et qu'on veut se lancer dans des achats durables, on aura trois manières de le faire, trois manières de mettre en œuvre ces achats durables. Donc ça pourra passer par l'analyse de communication où on pourra challenger les offres des fournisseurs pour voir si elles répondent à vos critères, mais vice versa, voir si vos critères correspondent à ce que mettent en avant vos fournisseurs. Et donc vous pourrez aussi analyser la communication et analyser les modes de preuve qui sont en lien avec ces communications. Vous pourrez mettre en place plutôt des questions ou échanges et donc là on va plutôt suggérer les critères auxquels le fournisseur doit répondre et donc forcément suggérer des modes de preuve associés. Et on pourrait aller encore plus loin et créer des partenariats, mettre en place des vraies exigences, collaborer avec le fournisseur et par exemple exiger que le produit soit valide par rapport aux critères que vous avez déterminés. Et donc pour ça, il va falloir que vous déterminiez vous-même les modes de preuve associés. Donc ça dépend du niveau de maîtrise d'influence que vous avez vis-à-vis de ce fournisseur. Et la réponse, elle est souvent un mélange de ces trois méthodes, de ces trois manières d'acheter plus durable. C'est-à-dire que vous allez analyser certains produits, vous allez faire des questions, des échanges sur d'autres produits. Et vous allez peut-être avoir des partenariats, des collaborations sur des produits que vous achetez sur des plus grands volumes. Et donc, c'est forcément un mélange de tout ça. Donc, je vous ai parlé un petit peu des modes de preuve et donc en lien avec chaque critère environnemental. Donc, je vous ai mis des exigences tout à l'heure, des critères environnementaux. Vous pouvez déterminer des modes de preuve associés à ces critères environnementaux. Et ça peut être, par exemple, une analyse de cycle de vie. Excusez-moi, ma souris, elle bug un petit peu. Ça pourra être une analyse du cycle de vie, ça pourra être une note de calcul, donc qui va permettre de prouver l'argument que l'entreprise, que votre fournisseur met en avant. Vous pourrez lui demander une note de calcul pour prouver cet argument, cette allégation. Pareil, vous pourrez suivre des protocoles de test normés pour créer des preuves, créer vos propres protocoles de test, voir si ou suggérer des labels privés, suggérer des vidéos de démonstration pour montrer que le produit fonctionne bien dans les bonnes conditions que vous souhaitez, ou vous pourrez aller voir les vidéos de présentation de vos fournisseurs. Vous pourrez aller voir s'il y a des tests d'achat grandeur nature, suggérer des tests d'achat grandeur nature ou collaborer avec vos fournisseurs pour faire des tests grandeur nature. Et tout ça, pourquoi? Et donc l'objectif dans tout ça, ce sera quand même d'essayer d'avoir la preuve la plus rigoureuse possible, la plus construite possible. Du coup, selon l'activité de l'entreprise, selon le produit que vous allez acheter, vous ne pourrez pas mettre en avant et avoir les mêmes exigences
pour votre produit que vous achetez. Parce que par exemple, pour un produit électronique, la chaîne d'approvisionnement est plutôt opaque. Et donc du coup, vous pourrez plutôt analyser, questionner, exiger la réponse à des critères et des preuves liées à des activités générales du fournisseur. Donc par exemple, la certification ISO 14001, MAS, ce sera compliqué d'avoir une vision produit dans certains cas. Il faut prioriser cette vision produit, mais si vous ne le pouvez pas, vous pouvez toujours vous rattacher à cette vision activité du fournisseur. Et donc, il y a tout un tas de certifications ou d'exigences que vous pouvez déterminer liées à ces activités de votre fournisseur. Donc, une fois que vous avez un petit peu tout ça, il est possible aussi de segmenter. C'est-à-dire que selon le type de produit que vous allez acheter, les priorités d'action pourront être différentes d'un point de vue éco-conception et les critères d'achat pourront être différents. Par exemple, un produit énergivore, il y aura forcément des exigences liées à la consommation d'énergie, à optimiser la consommation et la durée de vie des composants. Alors qu'un produit comme un gobelet qui est plutôt un consommable, les stratégies et les exigences et les critères seront plutôt liés à réduire le poids, le volume, le nombre de composants, augmenter la recyclabilité et optimiser les choix de matériaux. Et pour un produit beaucoup plus durable comme des casiers, les critères seront peut-être plutôt sur une longue durée de vie, ou faciliter la démontabilité, la réparation. Donc vous pouvez comme ça, par type de produit, segmenter et créer des critères d'achat qui sont différents. Vous pouvez segmenter aussi par niveau d'influence, de maîtrise. Vous pouvez segmenter par quantité, par volume, par coût des matières que vous allez acheter. Vous pouvez segmenter par type d'achat. Donc, est-ce qu'on achète un service? Est-ce qu'on achète un produit? Est-ce que ce produit est un consommable? Est-ce que c'est un produit qui vient dans mon entreprise? Est-ce que c'est un investissement, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de possibilités pour segmenter et peut-être avoir des critères moins exigeants sur certains produits, des critères plus exigeants et d'adapter les critères en fonction de la segmentation que je viens de vous présenter. Donc voilà un petit peu pour les critères d'achat pour une peinture. Et je vais maintenant aller un petit peu plus loin sur un élément qui est le premier niveau, qu'on ne sait pas forcément réaliser, qui est l'analyse de l'offre du fournisseur. Donc, c'est-à-dire que même avant d'exiger quelque chose, de poser une question à un fournisseur, vous pouvez déjà aller voir sa communication, voir ce qu'il met en avant. Et ça peut déjà vous apporter un premier niveau de réponse qui peut vous permettre de choisir entre différents fournisseurs. Et donc, du coup, nous, au pôle éco-conception, on a développé un guide sur la communication environnementale. Donc, c'est un guide de 140 pages qui regroupe 6 critères incontournables, des pièges à éviter quand on veut construire une communication. Donc là, c'est pas pour l'achat, mais plutôt lorsqu'on est fabricant de produits, mais qu'on veut construire une communication. Et des outils pour choisir, analyser, construire. Donc au final, ça vous intéresse pas de choisir un type de communication, ça vous intéresse pas forcément de construire une communication, mais d'analyser, ce sera pertinent pour vous en tant qu'acheteur. Et pour ce guide, on va développer un éco-concept, donc une simplification de ce guide qui est assez grand, dans un document de 12 pages qui sera bientôt disponible, sûrement à l'automne, normalement à l'automne. Et donc ce guide, on l'a développé en partenariat avec différents organismes comme l'ADEME, ONU Environnement, des écoles de management, des consultants en marketing, l'autorité de régulation de la publicité. Donc voilà, on s'est entouré des bons acteurs pour essayer d'être dans le vrai et pour avoir des vérifications de ce qu'on mettait en avant. Et donc nous, dans ce guide, on est reparti
des normes de communication environnementale et donc de la norme chapeau des normes de communication environnementale qui est l'ISO 14020 sur les marquages et déclarations environnementaux qui détermine dans son premier principe 4 critères que sont pertinents, exacts, vérifiables et non trompeurs. Et donc, on s'est basé là-dessus. Et cette norme, c'est vraiment la norme chapeau. Derrière ça, toutes les normes de communication liées à l'autodéclaration, la réalisation d'un écolabel, un éco-profil, donc c'est peut-être des termes qui vous sont familiers. Et ben, toutes ces normes sont des sous-normes de l'ISO 14020. Et donc, toutes ces normes répondent aussi à ces critères que je vous présente aujourd'hui. Et donc, ce critère pertinent, il va falloir poser la question, quels sont les enjeux environnementaux pour le produit? Exact, il va falloir se poser la question si on est sûr des informations. Vérifiable, vérifier, qu'est-ce qui se cache derrière ces prétentions? Comment on peut vérifier? Quelle méthode de calcul? Certifiée par qui? Et non trompeur, il va falloir vérifier s'il n'y a pas des ambiguïtés. Nous, on a rajouté à ça 2 critères que sont le critère efficace à l'usage, parce qu'un produit doit avant tout fonctionner, et humble, parce qu'un produit éco-conçu a forcément un impact environnemental. Donc là, j'ai posé un petit peu les bases de la communication, et je vais vous décrire ces différents critères dans un contexte d'achat. Si on veut acheter un produit, comment on peut prendre en compte ces critères? Et je vais faire un focus plus particulièrement sur 3 critères. Donc d'abord, je veux acheter un produit, il doit avant tout être efficace à l'usage. Et donc, la communication, et donc je vais devoir analyser la communication de mon fournisseur pour voir si il me rassure sur cette efficacité d'usage. Pour vous expliquer, si je prends un nettoyant standard multisurface et que je dis qu'il est naturel, eh ben, le client pourra tout simplement se dire, avec ce produit, si je l'achète, je vais forcément frotter plus. Et vous, en tant qu'acheteur, c'est exactement la question que vous allez vous poser. En gros, il va falloir aller vérifier avant tout que le produit fonctionne. Mais je pense que vous en avez conscience et que ça rentre déjà dans les critères d'achat de qualité. Et en plus, l'éco-conception, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle recherche une performance globale pour l'environnement, pour un usage donné. Et donc, cette efficacité d'usage, elle sera primordiale. Pour ça, il faut repartir du besoin qui a donné la fonction, évaluer cette fonction et la comparer. Et donc, vous pourrez comparer l'efficacité d'usage entre différents produits que vous achetez. Si vous souhaitez maintenant analyser une communication et vérifier si elle est pertinente, eh bien, il va falloir vérifier si les vrais enjeux environnementaux sont mentionnés dans la communication de votre fournisseur. Si je regarde ce produit qui a des enjeux environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie, si je regarde le transport et que je me dis, mon client me communique me dit que sa voiture qu'il est en train de me vendre, elle est transportée en train, donc du coup c'est pour ça qu'elle est moins impactante pour l'environnement, vous comprenez bien qu'il parle pas de l'enjeu environnemental le plus pertinent, et il parle pas du principal enjeu environnemental lié à la voiture. Et donc, je vais devoir analyser la pertinence environnementale et analyser les allégations liées à l'usage de la voiture, forcément, parce que c'est là qu'il y a les principaux enjeux environnementaux. Pour ça, de manière générale, il va falloir connaître le produit. Et donc, cette vision cycle de vie que je viens de vous décrire juste avant, elle permet déjà de connaître le produit avant même d'aller challenger l'offre de vos fournisseurs. Il va falloir vérifier que la prétention s'applique réellement au scénario le plus probable. Vous voulez acheter une peinture, votre fournisseur vous dit qu'elle est biodégradable, sauf que votre produit, en fin de vie, il est recyclé. Donc, la question, ce sera peut-être plutôt, est-ce que cette peinture, elle va ou non s'intégrer dans le process de recyclage de ma chaise, plutôt que de savoir si elle est recyclable.
Et donc, du coup, forcément, il va falloir essayer de… Donc là, elle est mal tournée un petit peu cette phrase. Il va falloir vérifier si la communication environnementale de votre fournisseur, elle est vraiment basée sur les principaux enjeux environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Si on passe maintenant aux critères vérifiables, il va falloir identifier les modes de preuve liés aux allégations que vous allez vérifier, aux prétentions environnementales que vous allez vérifier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura tout un tas de types de modes de preuve que vous pourrez aller analyser. Donc, c'est rare que les entreprises les utilisent, hein, mais ça arrive. Aller vérifier des ACV, des notes de calcul, des protocoles de test normés, des protocoles de tests propres aux entreprises, propres à vos fournisseurs, d'aller identifier, d'aller voir s'il y a un référentiel d'un label privé, voir ce qui se cache derrière ce label privé. Et dans tout ça, il va falloir rechercher la preuve la plus reproductible, la plus certifiée, la plus transparente, la plus robuste possible, pour que, en fait, pour que ça crédibilise d'autant plus l'allégation que met en avant l'entreprise. Et donc, du coup, sur ces 3 critères, vous pouvez utiliser, bon, moi je vous ai parlé seulement de ces 3, donc, mais vous pourrez le faire aussi avec les autres, donc je vous les ai décrits rapidement au début, mais vous pourrez aller analyser et voir si la communication répond aux critères efficaces à l'usage, répond aux critères pertinents, répond aux critères vérifiables. Et donc moi, et donc là, vous pouvez déterminer vos propres grilles d'analyse et donc de dire soit la communication répond à ce critère, soit elle ne répond pas, soit elle répond moyennement à ce critère. Et vous pourrez lister aussi les points positifs, les manquements, etc., etc. Et donc, si je prends, par exemple, cette table de nuit, donc on reste un peu dans l'univers du meuble, c'est pas exactement le même produit, mais c'est pour vous faire comprendre, et que je vous présente cette communication sur une table de nuit, et que je vous dis, donc c'est une chaise, c'est une table de chevet qui met en avant qu'elle est durable, où l'entreprise a mis en avant qu'elle était durable. Je veux acheter cette table de chevet pour moi. Est-ce que dans l'ensemble de cette communication, donc après il y a le premier niveau qui est à droite, il y a le deuxième niveau avec un descriptif plus détaillé du produit. Est-ce que dans cette communication, le fournisseur, l'entreprise à laquelle j'achète ce produit, met en avant et respecte le critère efficace à l'usage. Et donc là, vous avez 3 réponses possibles, oui, moyennement ou non. Et donc je vous laisse regarder, je vous laisse 20 secondes, non, allez, 30 secondes pour lire cette communication et réfléchir analyser si cette communication respecte le critère efficace à l'usage. Je pense que c'est bon, tout le monde aura lu. Merci Nadège, effectivement. Du chevet. Donc du coup, je lance Ouais. Je lance le sondage, vous pouvez répondre et donc je referai 2 exercices de ce type, on ira un petit peu plus vite. Je vous ai laissé plus de temps la première fois pour que ce soit plus simple aussi ensuite. Donc j'ai lancé le sondage, à vous de répondre. Est-ce que ça répond à l'efficacité, aux critères efficaces à l'usage? Donc j'ai déjà 60% de réponses
allez-y, hein, ça fait déjà 30 secondes que j'ai lancé le sondage. Je viens de voir que le temps défilait. J'arrête à 45 secondes. Il y a 65% de votants là. Ah, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont des idées là. Allez. Donc 65% de votants. Je ferme le sondage. Préparez-vous, j'en remets un tout de suite après. Donc les résultats, j'ai plus de moyennement. Moyennement, peut-être parce que c'est vrai qu'on ne nous explique pas sur l'ensemble de la durée de vie, comment est-ce que comment dire, cette table de chevet va résister. Et sinon, c'est vraiment mitigé entre oui et non. Donc moi, je vais vous proposer, par rapport à vos réponses, mon analyse de cette table de chevet. Et donc pour moi, c'est plutôt oui. Effectivement, peut-être qu'on pourrait dire moyennement parce que la durée de vie, on ne sait pas trop si elle va vraiment résister au fur et à mesure du temps, cette table de chevet. Mais par contre, bah, il y a quand même, ce qui est mis en avant, c'est que que la table de chevet utilise des glissières avec amortissement, donc une certaine efficacité et qualité d'usage. Ça nous explique des éléments liés à l'entretien et donc l'efficacité d'usage, mais l'entretien de cette table de chevet. La communication nous met en avant que le produit est durable dans le sens de durée de vie. Bah, ça veut bien dire que elle a une longue durée de vie. Donc, en gros, on nous met en avant les éléments liés à l'efficacité d'usage. On n'a peut-être pas les preuves détaillées derrière qui nous permettent de vérifier tout ça, mais pourtant, on a quand même une grande partie des éléments qui nous permettent d'analyser cette efficacité d'usage. Si maintenant, vous reprenez cette communication et je vous demande, est-ce que l'allégation durable, donc cette fois seulement l'allégation durable, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle répond aux principaux enjeux environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie d'une table de chevet? Donc Sur notre réponse écran, on voit oui. toujours le sondage rapide. Hein. Je ne sais pas si tu voulais peut-être mettre une autre diapo, mais. Ah, excuse-moi. Bah ouais. Merci Mnadèche. Effectivement, de gérer les deux ensemble, je l'ai loupé. Donc du coup, maintenant je vous raffiche cette diapo et est-ce que cette communication, est-ce que l'allégation durable dans cette communication est pertinente? Donc vous avez 3 réponses, oui, moyennement ou non. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour la lire, le temps que je lance le sondage. Je lance le sondage. Allez-y, allez-y. Ah, je vois que ça démarre assez rapidement. Déjà 24% des personnes qui répondent. Je laisse encore 15 secondes. C'est bon. Donc fermez le sondage. Je vous partage les résultats. Et donc là, c'est un peu plus mitigé. Donc j'ai des oui et des moyennement. Donc oui, moyennement. Maintenant, qui ressortent en majorité. Maintenant, je vais vous présenter, et donc je vais masquer les résultats et vous présenter ce que moi, j'ai analysé. Et donc effectivement, je suis entre un oui et un moyennement. Parce que, d'une part, le terme durable est pertinent dans les deux sens d'un point de vue durée de vie ou d'un point de vue durable dans le sens développement durable. Donc de dire que mon meuble respecte les 3 piliers du développement durable et qu'il a une longue durée de vie, c'est pertinent dans le cycle de vie du produit. Par contre, aujourd'hui, le fait d'utiliser FSC derrière le sens de durable, donc derrière il y a une certification FSC qui dit que le produit est issu de forêts gérées durablement, et ben aujourd'hui c'est un petit peu devenu un standard du marché, et donc de se baser seulement sur ce critère FSC pour dire que mon produit est durable
c'est un petit peu limite. Et donc, c'est pas tout à fait pertinent d'utiliser. Et ça fait le lien directement avec le critère vérifiable. Et donc, je vais un petit peu plus loin. Je passe. Et donc, dans le critère vérifiable, eh ben, on se rend compte que cet argument qui est mis en avant, qui est durable, eh ben, il n'est pas tout à fait vérifiable. Le label FSC, il est vérifiable en partie, mais par contre, il n'y a pas le numéro de certification visible lié à ce label. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vérifier que l'entreprise est réellement certifiée. Il y a juste un logo affiché. Normalement, il y a un numéro de certification et là, il n'est pas présent. En plus, il n'y a pas de preuve sur la durée de vie et il n'y a pas de preuve sur le fait que l'entreprise respecte les 3 piliers du développement durable. Et donc, de dire que cette table de chevet est durable avec seulement ces arguments, c'est un petit peu réducteur et surtout pas tout à fait vérifiable. Du coup, je pense que vous avez compris un petit peu comment on peut analyser une communication et je vais vous proposer maintenant de conclure sur cette... Excusez-moi, je suis obligé de défiler les réponses et je vais vous proposer de conclure sur cet atelier. Et Nadège, je te laisse la parole. Voilà, j'ai aussi allumé le micro. Alors effectivement, vous voyez, on a plein de critères hein, pour pouvoir vérifier les communications de vos fournisseurs. On peut faire un peu plus long. On y reviendra. Vous pourrez avoir des informations autour de la communication environnementale. On raccourcit un peu parce que c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, même si c'est important d'être en capacité de comprendre la communication, la communication de vos fournisseurs. Alors en fait, bon, pour conclure, on a vu aujourd'hui que les achats durables, enfin un achat durable, c'est un achat qui prend en compte des critères liés à la qualité, bien entendu, au coût, on va dire économique, au délai qu'on peut souhaiter pour cet achat. Et puis on rajoute donc le coût global avec le coût environnemental, le coût social, et puis tout cet aspect RSE qui peut parfois être un peu moins quantifiable ou avec des indicateurs parfois moins évidents, comme tout ce qui peut être lié à l'éthique. Ce qui est important, c'est d'abord de déterminer les critères environnementaux qui sont liés à vos activités, à vos produits. C'est ce qui va donner vos exigences environnementales. Et c'est ce qui va ensuite pouvoir être décliné dans des cahiers des charges et c'est ce que vous allez communiquer auprès de vos fournisseurs et de vos sous-traitants pour pouvoir effectivement avoir des achats qui correspondent à vos exigences. Ces critères environnementaux, il faut aussi qu'ils soient liés à ce que vous achetez et en particulier, comme vous venez de l'entendre par Florian, à la fonction de ce que vous achetez. Et on revient toujours à cette notion de oui, on prend en compte l'environnement, mais il faut bien que le produit que vous achetez réponde à la fonction auquel vous le destinez. Et pour mettre en œuvre ça auprès de toutes ces parties intéressées externes, vous avez plusieurs solutions. Analyser des cahiers des charges ou des communications, échanger avec vos fournisseurs, vos sous-traitants, et aller même jusqu'à collaborer, et on peut dire que c'est souhaitable d'aller jusqu'à collaborer avec eux parce qu'eux-mêmes peuvent vous donner des idées et des informations que vous ne connaissez pas peut-être au tout début. Et on revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure avec la personne qui est intervenue, j'ai pas mémorisé le nom, veuillez m'en excuser, qu'effectivement, il y a un échange avec les fournisseurs et les sous-traitants, et finalement, c'est pas où, c'est et. On analyse, on échange, on collabore avec eux pour pouvoir avoir les produits qui correspondent au mieux à ce qui est recherché, avec des critères environnementaux intégrés et des critères sociaux d'ailleurs, qui correspondent à vos exigences environnementales. Et au sein de l'entreprise, on a vraiment ce besoin de travailler ensemble. Vous l'avez vu, c'est vraiment quelque chose
d'important de se dire on ne va pas mettre en œuvre une démarche, une politique d'achat durable tout seul. C'est quelque chose qui se fait forcément en transversal avec les autres collègues, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vision des enjeux environnementaux et en plus de la hiérarchie, de la priorisation qu'il faut mettre dans ces différents enjeux environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie. Ce serait dommage de s'attaquer à un impact qui peut paraître pertinent, mais qui en réalité n'est pas le principal impact lors de vos achats. Donc il est important d'avoir aussi cette vision et ce point de vue sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités, produits et services pour pouvoir bien connaître où sont les impacts environnementaux majeurs et pouvoir répondre à ces impacts-là. Donc voilà, pour faire court, ce qu'on voulait vous dire sur ces achats durables. Et vous aurez compris que, outre le processus de projet, on va dire, dont on parlait un peu tout à l'heure, et les aspects purement techniques qu'on va pouvoir avoir sur la définition des critères, c'est aussi une démarche à mettre en œuvre de collaboration à l'intérieur de l'entreprise et avec vos fournisseurs et vos sous-traitants pour pouvoir avoir des réponses pertinentes à vos exigences environnementales. Le but, c'est toujours d'améliorer la performance environnementale, qu'elle soit celle de l'entreprise ou qu'elle soit celle de vos produits et services. Alors voilà pour une conclusion. Je crois que vous vouliez revenir un petit peu sur le programme sur Prime. Oui, alors très rapidement, parce qu'on va pas, voilà, on arrive déjà en fin de matinée. J'en profite. Alors, effectivement, donc le support vous sera diffusé par mail suite, voilà, suite à ces journées QSE, voilà. Et puis donc la session est enregistrée également, donc avec possibilité de la revisionner. Donc on va pas vous prendre trop de temps et puis le temps avance dans la matinée. Mais si vous avez une ou deux questions ou compléments, c'est le moment donc de le faire sur le chat ou en demandant à lever la main. Voilà, donc vous avez vu que le sujet est très riche et que l'éco-conception peut vraiment être une démarche structurante pour avancer sur votre démarche d'achat responsable et durable. Voilà, donc on peut simplement revenir, donc effectivement, pour vous aider là-dedans, donc le programme Prime est là, donc je ne vais pas détailler puisque vous aurez les supports, mais pour vous accompagner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au travers des différents niveaux d'offres de services, comme toujours, comme je l'ai dit, à la carte. Donc vous avez sur le site du pôle éco-conception une page dédiée à l'opération Prime avec toutes les informations sur ces accompagnements et l'actualité aussi des webinaires et des ateliers qu'on peut être amené à vous proposer. Voilà, sachant que vous pouvez aussi évidemment vous inscrire sur la communauté QSE qu'on anime sur LinkedIn, qui est notre entrée pour voilà, avoir des informations aussi sur ces sujets autour de la qualité, sécurité, environnement de manière plus large. Voilà. Alors j'ai des remerciements d'une personne qui a dû nous quitter, mais j'ai pas pour l'instant de questions ou de demandes dans le chat. Je revérifie. Non, c'est qu'on a, voilà, vous avez, je pense que les exemples aussi ont bien illustré de manière très concrète, voilà, la démarche à suivre avec la complexité aussi, voilà, des questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'il y a des demandes Non, toujours pas. J'en vois pas en tout cas de mon côté. Je n'en vois pas non plus. Donc peut-être qu'on peut conclure et fermer, Denis, Oui. du coup. Et dans tous les cas, on a nos contacts sur cette slide. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on a essayé que ce soit le plus interactif possible par des sondages. Compliqué de faire intervenir, d'ouvrir vos micros parce que vous étiez plus de 20 personnes. Donc on a essayé de passer par le sondage. Si vous avez des questions plus précises, il y a nos mails pour échanger.
Et donc, pour ma part, je vous remercie de votre participation et pour votre investissement et vos réponses au sondage. Ça a plutôt fonctionné. Tout à fait, merci pour nous avoir suivis voilà, tout au long de cette présentation. Comme l'a dit Florian, on reste à votre disposition voilà, pour répondre voilà, donc, à vos questions, à vos demandes ou vos besoins d'accompagnement. Écoutez, merci Nadège, merci Florian. Bon appétit à tout le monde. Merci, Merci, avec Denis. plaisir. Bon appétit Les aussi. journées QSE se poursuivent donc cet après-midi avec d'autres sujets autour de la qualité, sécurité, environnement et demain matin. Donc, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.